le commanditaire de cette émission. Un bon matin commence avec Vanout. Alright, fait que là c'est un peu un épisode podcast. Voyons, asti, je perds dans mes mots, je suis nerveux parce qu'il y a une petite caméra là qui m'observe. Okay. Mais c'est un peu un épisode. Ouais. Mais ouais, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu un laboratoire parce que c'est la première fois que je vais filmer le podcast, l'enregistrement. Puis je sais pas un peu comment ça va tourner, étant donné que j'aime ça comme faire du montage puis de filtrer un peu les propos qui se sont dits. Puis c'est ça, je l'ai déjà spécifié dans le podcast avec Hélène Faradji que je trouvais ça un peu ennuyeux, genre du monde assis qui se parle. Puis mais je me suis fait dire après, ça aurait été cool quand même de vous voir. Puis pendant que vous parlez, fait que j'essaie de le faire. C'est un commentaire qui revient souvent des gens qui font des podcasts, c'est que les auditeurs veulent souvent, ils aiment ça voir le visage, ils aiment ça les voir en vidéo. Ouais. Comme sur Microsoft sous-écoute. C'est ça, c'est plus un YouTuber qu'un podcaster, dans le fond, sous-écoute. Ça a l'air, là. Mm-hmm. Parce que c'est ça, je pense que c'est là qu'il fait le plus qui ramasse le plus de vues, puis... c'est ça, je sais pas pourquoi on aime ça regarder du monde se jaser ou c'est juste... Puis en fait, il y a un problème aussi avec le fait le podcast, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes, mettons que j'ai uploadé les versions audio de ceux qu'on a enregistrés genre avant, puis mais ils sont trop volumineux, fait qu'il faut que je trouve une façon de décompresser pour les mettre si je veux pas payer, parce que je paierais pas 40$ par plateforme, tu sais, par mois pour entendre une fois par mois genre un petit podcast d'appartement genre. Fait qu'il y a vraiment YouTube qui me permet d'uploader la quantité que je veux. Ouais. Puis mais ça, faut que je trouve un peu de support visuel avec ça. Mais c'est ça, quand j'essaie de compresser les podcasts, vite on perd de la qualité. Aussi dans l'audio, je trouvais ça franchement désagréable là, d'écouter un podcast vraiment comme compressé où t'entends comme la voix un peu robotisée là, à cause de la compression. Mais en tout cas... Prochaine étape, c'est de trouver un ingénieur de son. Ouais! Bientôt, je vais avoir mon Yann Terriot en arrière là, qui va faire l'aiguillage live. Faire des commentaires racistes. Ou commentaires politiques. Fait que c'est ça, premier podcast filmé du gars des vues qui a le mandat de parler de cinéma, en particulier du cinéma québécois, mais aujourd'hui on fait une petite parenthèse à ça, étant donné que tu viens nous parler d'un film qui a marqué ta vie, tu m'as pas dit encore c'était quoi, donc un film américain assez populaire. Oui. Moi de mon côté, cette semaine j'ai écouté Crazy de Jean-Marc Vallée qui est sorti en 2005. Ouais, 2005 quand même déjà. J'étais crazy. Ça veut pas être Puis il y a Polytechnique, j'ai écouté aussi de Denis Villeneuve, sorti lui en 2009. Je l'ai réécouté étant donné que j'entendais un petit peu parler ces temps-ci du 30 ans de ce triste anniversaire, donc de la fusillade à l'école Polytechnique d'un homme qui s'est... un anti-féministe, c'est ce qu'il a déclaré dans sa lettre de suicide. Puis, fait que c'est ça, j'ai décidé qu'on allait commencer en parlant de Crazy. Puis Crazy, je sais pas si t'as ce feeling-là, toi, avec, mais j'ai l'impression que c'est un peu le film qui fait consensus. Genre, tu sais, c'est dur de pas aimer Crazy quand on parle, tu sais, aussitôt qu'on essaie de dire, ok, le cinéma québécois, c'est pas tout triste, tu sais, on va tout de suite nommer d'un premier exemple Crazy comme si c'était un intouchable un peu. T'as ce feeling-là aussi? Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Là, c'est le premier film qu'on nomme quand quelqu'un nous dit t'es même pas capable de me nommer un bon film québécois. Crazy sort souvent. C'est le Joker dans la carte, dans le paquet. Fait que Crazy, ça suit la vie en fait du personnage de Zachary qui est interprété par Marc-André Grondin sur 30 ans de sa vie, qui essaie de gérer le fait qu'il est homosexuel, puis il sait déjà d'emblée que son père l'accepterait pas. Puis c'est ça, c'est un espèce de film au réalisme magique où il y a beaucoup de questions de la foi puis de dons. T'sais, parce que le personnage de Marc-André Grondin, qui, à la naissance, était cliniquement mort, il s'est même fait échapper. Ensuite, il y a une tache de naissance qui apparaît dans ses cheveux, une tache décolorée. Puis on va y apprendre assez tôt dans sa vie
qui a des dons de guérison, puis les gens vont l'appeler souvent pour lui demander de « Ah, je me suis coupé, peux-tu faire en sorte que je guérisse plus vite? » À une époque où tout le monde se traite de fif, c'est comme honteux envers la famille au complet si t'apprends qu'un de tes fils est homosexuel parce que tu sais qu'il pourra pas, mettons, te donner d'enfants, puis la valeur de la famille, c'est quelque chose de super important, qu'on voit entre autres dans le cinéma québécois en général. Tu sais, Crazy, c'est une histoire de famille, puis je trouvais un peu que c'était, je sais pas si c'était ce feeling-là, mais c'est un peu comme si Léolo avait été réalisé par Scorsese, genre, que il y a un peu cette pacing-là, un peu à la Goodfellas. La soundtrack aussi, peut-être. Ouais, c'est un ça. peu, La soundtrack. Exact. Puis le fait qu'on passe des années avec le même personnage, tu sais, on voit vieillir. Il y a une narration. Ben oui, il y a une narration, mais en même temps, ça coupe des fois avec des plans super baroques, comme Léolo, tu sais, le fait que quand la mère de Zachary accouche, tu sais, comme dans une salle d'hôpital, puis tu sais, l'éclairage est pas réaliste, là, il y a comme un halo de lumière au-dessus d'elle, puis tu sais, tout est sombre, puis il y a comme le bébé tout bleu, tu sais, qui est éclairé comme un saint quasiment, puis il y a ce contrôle-là de la lumière, qui quelque chose qui m'a fait un peu, et que j'ai réalisé en l'écoutant, c'est que Jean-Marc Vallée a changé son style vraiment, je trouve, depuis des années. Quand on regarde Crazy, qui a une esthétique vraiment sur trépied, ultra contrôlée, puis quand tu regardes par exemple Dallas Buyers Club ou les séries qu'il a faites avec HBO, oui. Il dit souvent en entrevue que maintenant c'est caméra à l'épaule, éclairage naturel le plus possible, puis la plus petite équipe possible, tu sais. Puis c'est ça, je trouvais ça intéressant de voir cette évolution-là, que l'esthétique que des films qu'il a fait ici est assez loin de ce qu'il a fait après ça aux États-Unis, par exemple. Puis c'est ça, Crazy, toi, je sais que tu l'as pas réécouté cette semaine. Y a-tu des scènes que tu te rappelles, des choses qui t'ont marqué de ce film-là, genre? Je pense que notamment le moment le plus marquant, ou celui qui a marqué beaucoup de personnes aussi avec Crazy, c'est la scène de David Bowie. Ouais, quand il chante dans sa chambre, dans le fond, avec il y a le maquillage, l'éclair dans le visage, puis il y a son frère qui vient l'interrompre dans le fond, puis qui dit vraiment arrête, t'as-tu fini de te prendre pour cette petite fif-là, là, tu me fais tout passer pour des caves. Puis il regarde par la fenêtre, puis il y a comme ses amis d'école qui l'applaudissent à l'extérieur, genre. Mais ouais, c'est ça, Crazy, film de Jean-Marc Vallée de 2005, ça fait 15 ans déjà que ce film-là a été fait. Puis il y a de quoi que je voulais souligner, c'est la beauté de la direction photo de ce film-là, tourné avec des caméras Arri à pellicule 35 mm. C'est vraiment une esthétique qui vieillit pas. Je trouve que ça fait 15 ans déjà ce film-là, tu le réécoutes. Puis déjà, c'est un film d'époque. Fait qu'il y a comme pas le clash, mettons, que on le sait déjà que ça va détonner avec notre réalité d'aujourd'hui. Mais c'est ça, la qualité de l'image, le travail sur le son, la musique, tout ça, c'est un pacing, un peu comme je dis, comme un peu un film de Martin Scorsese. Puis t'embarques un peu dans le rythme du début à la fin. Vraiment un film qui se dévore. Puis c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un chef-d'œuvre? Crazy? Je vais pas me prononcer là-dessus par le fait que je l'ai pas réécouté. Mais je vais y aller quand même peut-être. Ouais, mais c'est un des grands coups, je pense, du cinéma québécois qui fait jaser. Je pense que c'est ça, s'il vieillit pas, d'après moi. Puis c'est un film que je conseille vraiment à tout le monde. Mais juste par le fait qu'il c'est un des rares films qui est capable de faire de l'unanimité. Je sais pas, je serais pas capable d'en nommer autant de films comme... Là, je vois ton affiche de Taxi Driver, ça serait peut-être un autre film. Je mets pas sur le même piédestal, mais je te dirais un autre film qui serait capable de faire l'unanimité parmi les cinéphiles. C'est dur de dire qu'à moins ça, non, j'aime pas ça. Il y a des films comme, je sais pas, 2001, l'Odyssée de l'espace, que si t'aimes pas ça, je peux comprendre. C'est pas ta vibe. C'est ça. Puis, mais on dirait que c'est dur de pas aimer Crazy. Avec raison, je pense que c'est un film qui est vraiment qui est soigné du début à la fin. On dirait qu'il n'y a pas de faille, peut-être on peut dire qu'il est trop beau, là, trop esthétisé. Ok, c'est une critique que je peux prendre de ce film-là. Puis c'est ça. Puis de toute façon, on sait que
la réalisation de Jean-Marie Vallée a évolué depuis ce film-là, puis que c'est ça, il laisse un peu plus de place à c'est ça, des caméras à l'épaule, moins contrôlées, avec de la lumière naturelle. Mais bref, comme j'ai la chance d'avoir le support DVD, j'ai écouté aussi les making-of un peu du DVD pour savoir un peu l'ambiance de tournage. Puis je dois être honnête, Jean-Marc Vallée a l'air franchement désagréable comme réalisateur. Là. Il avait l'air honnêtement frustré de devoir se battre. Mais je pense que ça a un lien avec les conditions de tournage qu'on a, au fait qu'il parle beaucoup du fait qu'il a dû couper dans les jours de tournage, de couper des scènes parce qu'il pouvait pas se le permettre au niveau du budget. Je sais pas si les budgets au Québec fait en sorte qu'il a fui par exemple aux États-Unis pour faire Dallas Buyers Club puis des séries à HBO. Mais en regardant le making-of, je me suis dit ouais, peut-être que c'est vrai que c'est difficile d'exprimer ta créativité puis d'être aussi limité. Une scène par exemple où le personnage de Marc-André Grondin s'envole dans l'église sur le Sympathy for the Devil. Dans le fond, la scène, ils l'ont tournée en urgence. Ils devaient tourner ça sur 2 jours. Ils l'ont tourné, mettons, en un soir. Puis il n'y avait pas encore les droits de Sympathy for the Devil. Fait que là, tous les plans où tout le monde fait des ouhou, tu sais, ils ont tourné ça en se disant qu'au pire, ils vont créer une chanson qui va fitter avec les ouhou que tout le monde dise dans les plans, puis ça sera pas Sympathy for the Devil. Puis à y repenser, tu sais, ça changerait de quoi, tu sais, qu'il n'y ait pas eu les droits de cette scène-là, puis c'était comme un gros move, pareil, tu sais, de décider de quand même tourner la scène sans avoir les droits de cette chanson-là, qui est pas une chanson, tu sais, qui est une chanson vraiment populaire, là, c'est dur de passer ça, puis personne va s'en rendre compte. Mais... Ah oui, c'est sûr. Ou même les ou sont assez reconnaissables. Ouais. Tu peux pas... Si tu construis une autre chanson, puis tu gardes c'est ça, tout le monde va savoir un peu que c'est un rip-off de cette chanson-là. Mais bref, je sais pas, est-ce que ce film-là aurait pu être 100 fois meilleur s'il y avait eu des meilleures conditions de financement, je sais pas, ou est-ce que c'est les conditions, mettons, du tournage qui a fait en sorte que ce film-là soit aussi bon parce qu'il a été fait vraiment avec du cœur, mais... Est-ce que je me trompe ou Crazy était nommé aux Oscars pour meilleur film étranger? J'ai pas vérifié ça. Okay. Je vais le mettre dans le montage. Dans le fond, je vais vérifier. Je suis complètement dans le champ. Mais je vais vérifier la source. Je sais qu'il a gagné des prix génie, je pense. Ok. Puis c'est ça, faudrait que je check c'est écrit sur le DVD. Ouais, du meilleur film de cette année-là. Puis, mais c'est ça, un film qui est peut-être le rare exemple de consensus. Puis je le conseille, puis tout, je donne 10 étoiles. Sur un nombre quelconque. That's it. Ça te convient? Regardez les enfants. C'est votre petit frère. Oh, Un petit Jésus. Je vais le prendre. Tiens. Il est beau. Je veux voir. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours détesté Noël. Peux-tu même dire que c'est que tu as fait? Les autres étaient pas de même. Il y en a pas un pareil. Zach est plus doux, c'est tout. Il est plus sensible. Mes frères étaient pour moi 3 abrutis. Ça a l'air épicé. En commençant par Raymond. Hey! Mon ennemi juré. Gang de sans-dessin, vous autres. Un tuxedo, pas de nœud papillon, c'est pas un tuxedo. On est tous habillés pareil, c'est ça qui est beau. Hein? C'est très beau. Contrairement au père de mes amis qui étaient tous banals et sans intérêt, le mien était le meilleur au monde. Ground control to Major Tom. Qu'est-ce que t'as fait là? C'est impossible, ça. Un homme de toi une fois de ta vie, puis dis la vérité! Comme les autres. Dieu merci, tu ne le seras jamais. Check ignition and may God's love be with you. Pour refuser la plus belle chose qui peut t'arriver dans la vie, d'avoir des enfants. Y'a rien de plus beau. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Fait que toi, t'as décidé de me cacher le film que t'allais me parler aujourd'hui.
Puis, mais moi, j'ai déjà des doutes. Tu m'as dit que c'était un film qui avait changé ta vie. Oui. Puis, tout de suite, j'ai pensé, mettons, peut-être c'est américain. Oui. Fait que je pensais, mettons, à Stanley Kubrick. Je pensais aux frères Coen, Paul Thomas Anderson. Mais là, tu me dis que c'est un film très populaire. Oui. Puis là, Kubrick, là, il est pas si populaire que ça, tu sais, dans le milieu du cinéma, oui, mais en termes de popularité générale, ce qui m'a fait vraiment douter sur c'est quoi le mot de film que t'as décidé de parler aujourd'hui. Écoute, tu t'as nommé les frères Coen, tu as nommé Kubrick, je vais te nommer un autre grand cinéaste des 70-80. Vas-y donc. J'ai nommé Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Ok, tu viens Et parler de Rocky. Pas juste Rocky, je vais te parler de Rocky 4. Rocky 4, ok. Le meilleur Rocky. Non, t'es sérieux? Puis tu l'as réécouté. J'ai réécouté ça hier. All Mais right. ce qui est magique avec Rocky 4, c'est que le film est 1h30, mais t'as l'impression qu'il dure 20 minutes parce que il y a... C'est ultra dynamique. Ben oui, c'est ultra dynamique. Il y a 3 montages dans le film. Il y a D'entraînement, genre. 3 montages d'entraînement, oui. 2 séquences de combat. Même un numéro musical avec James Brown. Puis, à C'est l'intérieur vraiment de le ça- spectacle, le film spectacle. Ah oui, oui, évidemment. Puis, Rocky 4, juste pour mettre en contexte, c'est celui avec le méchant russe. oui, c'est c'est là ça. où ce que, Rocky va gagner la guerre froide. Ok. Rocky s'en va en guerre, c'est ça. Oui, Le donc, sous-titre. juste pour expliquer un peu le début du film, ben, pour ceux qui connaissent pas Rocky, c'est l'exemple parfait, je sais pas si t'es d'accord avec moi, du rêve américain. Ouais. Le gars Ouais. passe... L'immigrant italien Ouais, qui se fait offrir une chance de devenir millionnaire, genre. C'est ça, ben, en fait, il passe de travailler pour il me semble, pour un prêteur sur gage à avoir une chance de... Ouais, le gars, battre. c'est un goon, c'est C'est ça. ça, c'est un goon, puis il se fait offrir une chance de gagner le titre de champion du monde de boxe. Et il arrive à ça de gagner. Non. Donc, juste par détermination, il réussit comme à gravir les échelons puis à réaliser le rêve américain. Ouais. Dans- C'est le self-made man. Oui. Dans le 4e, Rocky est champion du monde. Il est riche. Il s'est relié d'amitié avec son ancien rival Apollo. Ouais. Les deux sont probablement multimilliardaires. Le film ouvre sur Rocky qui donne en cadeau, qui est une des scènes les plus absurdes, à Paulie, son beau-frère, un robot. Ah oui, le Ouais. robot ménage, genre, Ouais. le robot femme de ménage dans son palace, genre, qui devient une espèce de secondaire. Est-ce que le personnage de Adrienne est morte dans Non, ce elle film-là? n'est pas morte encore. Ok. Je pense que Whoop, spoiler. c'est dans le 5 ou dans... Bon, en tout cas, dans Rocky Balboa, peut-être. Il y en a Peut-être. tellement, c'est... Ah, c'est ça, j'étais un Mais- peu confondu dans la série. Rocky 4, c'est un film de propagande. On dirait quasiment une satire de propagande de la guerre froide. C'est aussi un film que, comme je l'ai dit, remarquablement genre, visuel. Tu sais, d'un point de vue visuel, c'est très remarquable comme film. On pourrait quasiment le regarder sans son, puis tu pourrais comprendre qu'est-ce qui se passe, puis comprendre tous les enjeux, puis les émotions auxquelles les personnages passent à travers. Ouais. C'est un film qui, quand j'étais jeune, justement, mon amour de ce film-là vient du fait que c'est ultra dynamique, puis que c'est juste Rocky qui se bat contre un géant russe. Les combats sont épiques, ben épiques. Des montages de muscles, Ah oui, c'est des montages de muscles avec la musique des années 80. Les combats où il y a personne qui se protège, donc Non, ils font juste manger des coups de Ah. même sans protection avec le sang qui revole. Pis ça m'a un peu ruiné la vraie boxe quand j'étais jeune. Là. C'est vrai, quand tu écoutes un vrai championnat du monde, là, c'est comme plus technique, c'est lent. Pis t'es comme, ouais, on me semble dans Rocky, là. Pis ça y va au toast, là. Pis Ah oui. c'est dans celui-là qu'il se bat contre voyons, le lutteur, là, Mr. Hulk T? Hogan. Non, c'est dans le 3. Ok. C'est dans le 3 qui roule Le dans 3 un aussi, match me semble d'exhibition. qu'il est excellent. Ah là. oui, ben les deux sont assez cartoony, mais ce que j'aime du 4,
justement, c'est en le revisitant aujourd'hui, c'est son point de vue politisé, je dirais. Ouais. Parce que le film ouvre, je te dirais, sur une critique du matérialisme américain, dans le sens que Rocky, c'est maintenant un millionnaire, il se prend dans Lambo, il est capable de donner un robot en cadeau à son beau-frère. Et quand Ivan Drago arrive aux États-Unis pour le challenger, au départ, il y a Apollo, qui est son meilleur ami, là, puis l'ex-champion du monde, qui est aussi milliardaire, qui décide lui aussi, de vouloir refaire surface sur le scène de ring. la boxe. Ouais. Pour challenger le Russe puis le remettre à sa place. Ce qui est marquant, c'est que le moment où dans le film où il voit Ivan Drago arriver, c'est quand il est dans sa piscine creusée puis il regarde la TV dans sa cour. Ok. C'est vraiment là qu'on voit genre l'espèce d'opulence du matérialisme américain. Ouais, c'est un peu à la Scarface quand il est Ouais. dans son jacuzzi puis Ouais, il voit c'est les ça. gens C'est commencer exactement à ça, envahir ouais. sa maison. Et à l'arrivée du combat, c'est là qu'on voit genre de l'arrogance puis l'artifice, je pense, du monde américain quand il se pointe avec un gros chapeau de l'oncle Sam sur des feux d'artifice pendant que James Brown chante Living in America. Ouais. C'est vrai. Mais il reprend un peu. Il faisait ça aussi un petit peu dans le premier Rocky, tu sais, quand il arrive. Ouais. Puis il y a vraiment, tu sais, le sens du spectacle, là, puis le fait qu'il il est plus qu'américain, là. C'est lui l'Amérique, là. C'est ça, il est le drapeau, genre. C'est ça. Il est entouré du drapeau américain. Son coach, puis même Rocky arrive avec un jacket Hugo Boss. Pendant qu'il y a des explosions pis tout. C'est vraiment une scène cartoonesque, mais moi je la trouve magique, là. Et bon, on va spoiler le film, là. Mais il mange une hostie de volée. Ouais. Il se fait tuer. Il perd un peu sa vie. C'est ça. Par Drago. Par Drago, ouais. Drago, ouais. Okay. Ouais. Et c'est là qui est le méchant rustre. C'est un méchant rustre. Les calices de rustre. C'est là que Rocky, après la mort d'Apollo, va réaliser le côté artificiel du matérialisme américain. Et quand il va challenger Drago pour se venger son ami, il va se délaisser de toute sa richesse, toute la technologie. Ouais. Et il va s'entraîner dans un shack en Russie. Avec du bois. Dans la neige, avec du bois. Il va couper du bois. Avec des il va lever des nobles, roches. Il va courir dans les montagnes. C'est là qu'il y a une juxtaposition aussi de cette détermination-là de Rocky et dans son entraînement dans le bois avec l'entraînement soviétique où à la fine pointe de la technologie, qui analyse la puissance de chacun de ses coups. Il est juste plugué à plein de machines. C'est très, très machinal. Mm-hmm. Et si je me trompe pas, pendant ce montage-là, il y a comme son coach ou le personnage féminin qui l'accompagne dans ses conférences. C'est sa femme, ok. Ouais. Je l'ai pas réécouté moi non plus cette semaine, mais c'est ça. Elle me semble que pendant ce montage-là, elle dit aussi que Drago, c'est une machine. Il n'y a rien qui peut le battre parce que c'est la fine pointe. Il est entraîné justement à la fine pointe de la technologie. Justement, Drago représente cette espèce de bloc soviétique-là. Quand il s'entraîne, il y a toujours comme 12 dudes avec des sarraux blancs qui hochent la tête à chaque fois qu'il fait n'importe quoi. Mm-hmm. Ah ouais. Ils prennent des notes, puis il y a des ordinateurs, puis ils l'injectent avec... En tout cas, il juiced up, là. Il juiced up, tandis que Rocky, lui, s'entraîne à la bonne franquette et des bonnes valeurs. Puis ouais, avec le spirit de Apollo. Oh oui. Puis c'est rendu au combat qui se passe à Noël en Russie qu'on compare l'artifice américain à l'artifice soviétique où ce que la majorité des gens dans le stade sont habillés en uniforme militaire. Ouais. Ils sont tous habillés en uniforme militaire. Avec des drapeaux soviétiques. Il y a le drapeau soviétique, il y a une bannière de Lénine, de Marx. Il y a Gorbatchev qui est là avec tout le politburo soviétique. Puis
Ben, c'est ça, c'est un film qui se passe donc en 1985. C'est à l'apogée de la guerre froide des années Reagan. Le combat commence avec l'hymne national de l'URSS joué par un corps musical militaire avec la bannière d'Ivan Drago qui apparaît sur un gros drapeau soviétique. Puis ça c'est vraiment, je pense, pour faire un clin d'œil à du temps l'artifice américain. Ouais, qu'il y a eu au début avec Apollo. Et le combat commence, évidemment, la foule devient hostile envers Rocky, mais graduellement, il va gagner le cœur de la des foule. Soviétiques. Et ça, c'est le pouvoir du capitalisme. C'est vers la fin, oui, ben, c'est un peu ça, parce que c'est vers la fin, quand Rocky reprend le dessus sur Drago, que Drago a comme une réalisation en plein combat que Rocky, lui, se bat pour lui-même. C'est par pur individualisme qui veut vaincre Drago pour venger la mort de son ami, mais il se rend compte que Rocky, c'est une personne à part entière. C'est une personne avec qui a sa femme qui l'aime, qui a ses enfants, qui a une équipe derrière lui, qui a des valeurs à bonne place. On peut dire ça comme ça. Ouais. Tandis que Drago, il fait partie du communautarisme un peu soviétique. C'est pas une personne à part entière, mais plus comme un produit de l'Union soviétique. Et c'est là que Drago, il réalise tout l'artifice de ça et qu'il décide. Un moment donné, il y a une scène où il étrangle son coach puis il dit genre I fight for myself. Ok, je me rappelle pas parler de ça. Mais il réalise trop tard que il est une personne à part entière, puis je pense que c'est ça qui l'amène à cette défaite. Il perd parce que ultimement l'individualisme de Rocky va gagner sur lui. Parce que son déterminisme va l'emporter sur le communisme un peu. Sur le but commun, genre. Oh, oui, le but commun. Le but individuel. C'est un film qui parle d'exceptionnalisme américain, dans le sens que Mais est-ce que c'est self-aware? Est-ce que c'est. Ben oui. Tu penses que c'est déterminé ou c'est juste un peu un espèce de fantasme malsain de ce que c'est l'Amérique, genre que c'est... Ben, c'est très caricatural, là, c'est sûr. La fin, tu sais, Rocky, tout le long du combat, il se bat avec ses shorts du drapeau américain, et quand il gagne, il se fait enrôler du drapeau américain, ça finit sur lui qui fait un speech qui disait genre « Si je peux changer, vous pouvez changer, on peut tout changer! » Yeah! Puis ça part après ça sur un freeze frame sur lui, avec sa face maganée, puis le drapeau américain en arrière. Je veux dire, il n'y a rien de moins subtil que Rocky IV là, comme film. C'est sûr. Puis c'est un produit de son époque, comme je l'ai dit, de la guerre froide. Ouais. C'est ce qui le rend son analyse vraiment plus intéressante que le premier. Que le premier, oui, selon moi. C'est... Ouais, je pense que Rocky IV doit toujours rester dans mon cœur. Mais il a dû faire des millions pareils. Rocky IV est tellement marqué, je pense, la culture populaire, que c'est sûr que Dolph Lundgren, même s'il est suédois, il va toujours être reconnu comme le gros méchant russe dans Rocky. Mais est-ce que, faut le dire, il y a une prestance, là. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais il y a une scène, la scène où il rentre sur le ring, c'est... Tu veux pas être dans son chemin. Là. Non, tu sais, il y a la fumée, on voit juste sa silhouette, mais c'est la silhouette de Goliath, là. Il est 6 pieds 5, il est cut que le Chris. Mais Rocky aussi, il est cut que le... Ben oui. Ils sont huilés, là, ils sont huilés, c'est stéroïdes à côté. C'est très homo-érotique, les combats dans Rocky. Vraiment, les entraînements aussi, c'est vraiment le culte du corps, tu sais, puis d'être vraiment bien découpé, tu sais, puis ils sont toujours en train de forcer, puis un zoom-in, genre ses abdos qui forcent pendant qu'il reçoit genre des coups de poing, genre, puis qu'il s'entraîne à résister à ça. Mais vraiment, ma partie préférée, c'est le montage d'entraînement où ce que Rocky court dans les montagnes soviétiques, mais c'est filmé au Wisconsin, là, mais dans le film, ça va être les montagnes soviétiques, suivi par les agents du KGB qui suit tous ses mouvements et qui décide justement de prendre un petit chemin puis d'aller monter la montagne à lui seul. Tout ça, c'est juxtaposé avec
l'entraînement de Drago sur... Je pense que c'est sur la musique de... There's no easy way out. Ok, Ou, je pourrais pas te dire le titre. Hearts on Fire, mais en tout cas, la soundtrack à slap, là, je veux dire, de Rocky IV. La meilleure soundtrack d'entraînement, je pense. Ouais, probablement. Fait que Rocky IV, le meilleur Rocky film IV. de propagande américaine. Oui, potentiellement le meilleur film de propagande américaine. Définitivement le meilleur Rocky. Puis ça, je suis prêt à péter la gueule à n'importe qui va me dire que c'est le premier. Si vous voulez régler ça, on va se taper sa gueule. Rocky IV, c'est un film extraordinaire, comme je l'ai dit. C'est un film que tu peux regarder sur mute puis comprendre visuellement. C'est remarquable. La musique est cool. C'est cartoonesque, mais c'est exactement ça qu'on demande de ce film-là. C'est exactement ça pour ça qu'on le regarde. Ouais. Et c'est un film Mais je pense fantastique. que c'est ça. Rocky, tu peux écouter le 1, le 4, puis genre Creed, peut-être. Puis c'est une bonne trilogie, genre. Tu sais, les autres, c'est de l'excédent, là. C'est comme... Parce que c'est ça, les autres, ils ont des côtés over the top intéressants, mais jamais autant... soit cru dans l'émotion, tu sais, comme le premier, ou totalement dans la propagande, comme mais le 4. Le 4, quand je l'ai écouté quand j'étais jeune, comme je l'ai disais, c'était juste un film, selon moi, c'est vraiment cool. C'est la musique cool, il y a des combats cool, c'est des gars musclés cool. Ouais. Avec mais des cheveux blonds en spike cool. Oui. Ouais. À le réécouter aujourd'hui, le côté politique est tellement déjanté que ça me fait rire aux larmes quand j'écoute ce film-là. Ouais. Ouais. C'est vraiment le temps qui a rendu gloire à ce film-là. T'sais. Ah ben oui, parce que quand il est sorti, il y avait vraiment des mauvaises critiques. Puis encore aujourd'hui, je pense que sur Rotten Tomatoes, il est comme à 40%, un truc comme ça. Mais je ressens quand même l'amour que les fans ont pour Rocky IV, tu sais. On dirait qu'on le sait que c'est cheesy, puis c'est pas, mais il y a une belle place, il y a une place particulière dans mon cœur, je pense dans le cœur des fans surtout de la saga Rocky. Là. Ouais. Fait que Rocky IV, combien d'étoiles? 11 étoiles. 11 étoiles sur 2. Félicitations à Rocky IV. Today, the Soviet Union has officially entered professional boxing. This is not just an exhibition fight. Look, this is us against them. He would like to compete against anyone who is qualified. Drago is the most perfectly trained athlete ever. Whatever he hits, he destroys. He could have stopped the fight. He could have saved his best friend's life. I'll never forget you, Apollo. But now, the one thing he can't do is walk away. Has the fight date been set yet? December 25th. Where? It's in Russia. Are you nuts? Miss Balboa, when will you be going to Russia? I'm not going to Russia. I don't know what you're talking about. He's had one professional fight, and one man is dead. Tabibi, he's going to have to kill me. Why can't you change your thinking? Because I'm a fighter. You can't win! I must break you. Rocky IV. Le gars, il est intense, là. 8 pieds, et une armoire à glace. Ah, oui. Un armoire à glace. Dans un armoire à glace, c'est une armoire à glace, une armoire à glace. C'est ça. Mais il y a un affaire par rapport à Rocky aussi, mais ça n'a pas rapport avec Rocky IV. Oui. Mais le premier Rocky, il y a quelque chose dans l'idée de rendre la boxe vraiment événementielle.
Puis que je voyais des parallèles avec la boxe d'aujourd'hui, genre, que, mettons, McGregor contre Floyd Mayweather. Ouais, exact. Que tu donnes la chance à un champion. Ben lui, tu sais, il était déjà champion de combat dans la UFC. C'est pas comme dans Rocky où c'est comme on va prendre un nobody qui est... Ben ouais, il y a quelque chose d'intéressant dans ce commentaire-là qui fait sur l'industrie de la boxe puis le fait que c'est plus un spectacle qu'autre chose. Puis c'est la même chose dans Rocky 4 aussi, là, quand Apollo veut faire un match d'exhibition, c'est plus un spectacle qu'autre chose qui finit par le tuer, là, mais... Ouais, c'est ça, mais dans le premier Rocky qui a bien vieilli, quand même, ben c'est ça, qui est moins dans la satire, qui est plus... qui est quand même risible, là, des fois, là, dans certains segments, là, comme Rocky qui est vraiment insistant avec Adrian, genre, pour qu'ils couchent ensemble, là. Ouais, ben ouais, ça, aussi le fait que Stallone, c'est pas le meilleur acteur. Puis c'est pour ça que... Mais il a su se prouver par après dans d'autres films. Oui, je veux dire, le fait qu'il ait réalisé ça, qu'il a écrit, qu'il a joué... Je veux dire, il est parti de rien là, pour faire le premier Rocky. C'était pas un nom à Hollywood avant. Ben, il est parti de la porn. Il est parti de la porn, c'est un bon point. Mais ouais, les Rocky ont bercé mon enfance. C'est vrai. Si j'allais louer ça au Vidéotron. Là. Ouais, je suis capable de réécouter à l'infini les Rocky. Des bains surtout le 4. Fait que, ouais, on va passer d'un film un peu moins risible, disons, parce que c'est ça, on célèbre le triste anniversaire. Ouais, est-ce qu'on célèbre? Est-ce qu'on dit qu'on célèbre ou on souligne, disons, on commémore? Ouais. Merci de me rattraper là-dessus. Mais on commémore le triste anniversaire de la tuerie à Polytechnique qui a eu lieu il y a une trentaine d'années. Je dis une trentaine parce que je connais pas la date exacte. Ça fait 30 ans. Là. Ça fait 30 ans, là. C'était en 1989. Je l'ai réécouté un peu en ayant en tête, est-ce qu'on instrumentalise un peu les victimes quand on fait des films sur eux? Est-ce que, dans le fond, c'est ça, est-ce qu'on capitalise un peu sur les victimes à faire des films sur leur tragédie, parce que j'ai l'impression que ça pogne quand même un peu les fusillades. Plus récemment, on l'a vu dans 19-2, il y a eu Gus Van Sant aussi qui s'est fait remarquer à l'international avec son film Éléphant, qui est un film aussi sur une tuerie. Fait que c'est ça, j'avais un peu ça en arrière de la tête en réécoutant le film Polytechnique, puis je pense que, à quelque part, moi aussi, je capitalise un peu sur cette tragédie-là pour... ça me donne une occasion de revoir le film puis d'en parler dans un podcast puis essayer d'avoir des vues avec. Mais n'empêche que ce film-là, c'est vraiment un très très beau film qui porte pas de jugement nécessairement, qui présente cette situation-là. Qui présente les événements. C'est assez court là, dans l'arc narratif, disons. Là, on est dans la fusillade quasiment en temps réel. Puis ensuite de ça, il y a des petits segments qui se passent un peu avant, un peu après, mais on n'est pas sur 30 ans comme Crazy, par exemple. Puis c'est ça, c'est un film que j'avais oublié l'intensité, parce que Denis Villeneuve, on réfère souvent à lui par ce qu'il a fait récemment aux États-Unis, Prisoner, Enemy, Blade Runner. On parle de lui pour Incendie, ce qu'il a fait avant, puis Polytechnique, il l'a fait un peu avant Incendie. Puis je pense que c'est un film qu'on oublie peut-être un petit peu, qui est quand même franchement intéressant. Puis il y a aussi le fait que j'ai l'impression que quand on parle de Jean-Marc Vallée, on n'a pas le choix, vient un peu par la bande de Denis Villeneuve, parce que c'est comme... Les deux travaillent aux États-Unis. C'est ça, les deux ont à peu près la même tranche d'âge, ils viennent à peu près de la même génération de cinéastes qui ont fait des excellents films au Québec, puis qui font en ce moment des projets aux États-Unis qui sont tout aussi excellents. Puis ça, c'est des questions qu'on va pouvoir traiter un peu après. La critique de Polytechnique. Fait que Polytechnique, lui, a été faite en 2009, si je me trompe pas. 2009. C'est quand même un film qui s'est rendu à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, qui est en noir et blanc. Donc, qui ajoute le noir et blanc, des fois, je trouve que ce film-là rentre des fois, tu peux cocher sur la liste des clichés du cinéma d'auteur, quelques éléments, je pense, dans le film de Polytechnique. L'espèce de disons, plan séquence, le noir et blanc. Mais ça reste que c'est genre, on dirait qu'il utilise un peu ces clichés-là de films d'auteur, mais vraiment d'une très bonne façon. Denis Villeneuve a une réalisation vraiment lente, qui détonne justement avec Crazy. Crazy, il y a des plans
plus rapide, disons, ou un montage plus dynamique, même si, bon, certains de ses plans, ils sont plus longs, là, mais vraiment, Denis Villeneuve, il est plus lent avec ses plans, il prend son temps, puis il y a des absurdités un petit peu dans le film qu'il a su souligner, puis je trouvais ça vraiment bien, c'est comme le fait que le meurtrier, qui est jamais nommé dans le film, prend le temps de faire la vaisselle avant d'aller à Polytechnique Puis lui, il a écrit une lettre de suicide, là, il sait là, que sa vie finit, genre après cet événement-là. Ouais. Puis il prend quand même le temps de faire la vaisselle avant de partir. Quelque chose que je trouvais un petit peu, c'est ça, un peu dans l'absurdité, tu sais, puis ça clash avec ce qu'on sait qu'il va faire parce qu'on connaît l'événement, tu sais. Puis c'est ça, j'avais oublié l'intensité de ce film-là parce qu'il y a un rapport avec la musique qui est toujours extra-diégétique, donc qui est toujours comme par-dessus le film. Puis des fois, on est tellement dans la musique qu'il n'y a plus de bruit vraiment atmosphérique, on n'entend plus les bruits de pas, les gens bouger. Puis ça nous ramène toujours avec un bruit de l'arme à feu semi-automatique que le meurtrier a utilisé. Fait qu'un gros boom, paf, là on revient comme dans la réalité de la tuerie de Polytechnique. Il joue un peu avec cette intensité-là dans le son. Fait que c'est une esthétique qu'on peut encore remarquer aujourd'hui dans ces films, mettons Blade Runner, le travail sur le son, on peut pas passer à côté. Puis il y a des germes de ça, je trouvais un peu dans Polytechnique. Des plans aussi que je revoyais. Par exemple, dans Polytechnique, je pense qu'on voit dans la bande-annonce, mais il y a un plan qui est comme tourné à l'envers, à hauteur du plafond, dans le fond, puis c'est comme une espèce de travelling sur le plafond, puis le plan il est à l'envers. C'est un peu bizarre à expliquer comme ça. Je vais mettre les images au podcast. Mais ce plan-là, il reprend le même plan dans son film Enemy, qui a tourné à Toronto avec Jake Gyllenhaal. Fait que des fois, quand on a vu d'autres films de Denis Villeneuve, on revoit un peu des esthétiques de blanc qui revient. Dans le cas de Polytechnique aussi, il utilise la caméra des fois qui tourne carrément. Disons qu'on ait un plan à l'horizontale. Habituellement, les plans sont toujours à la verticale. Ouais. Là, il passe d'un plan à l'horizontale, puis dans un travelling, il revient à la verticale dans des moments clés de l'épisode du film. Quand, par exemple, le personnage de Karine Vanasse a une entrevue pour une job, ou puis je pense que ça arrive aussi pendant la tuerie, quand on suit le personnage du meurtrier. Donc, il y a comme la caméra qui chamboule en même temps que les personnages. Okay, ouais, je comprends. Puis il y a quelque chose que j'ai remarqué dans Polytechnique, encore pour le comparer à Crazy, c'est encore une fois un changement dans l'esthétique, je trouvais, de Denis Villeneuve, où dans ce film-là, il était beaucoup plus à l'épaule, des caméras qui shake un peu dans la nervosité du moment. Tandis qu'aujourd'hui, quand je regarde des films comme Blade Runner, ben là, tu sais, ça c'est ultra posé, caméra sur des trépieds, sur des dollies, en steadicam, tout est très parfait. Pendant que tout est calculé. Là. Ouais, exact. Ouais. Tandis que, puis c'est ça, je trouvais qu'il y avait, tu sais, je le soulignais plus tôt, Jean-Marc Vallée, lui, il a eu comme l'inverse, il est parti de quoi de très très contrôlé, puis c'est comme, il s'est métamorphosé pour être de plus en plus comme à l'épaule, puis cru, tandis que je trouve que Denis Villeneuve est passé d'une esthétique plus crue avec Polytechnique à quelque chose de ultra contrôlé dans Blade Runner. Fait que c'est un film vraiment intéressant, Polytechnique. Je pense que son film le plus intéressant reste quand même Incendie en ce moment. J'ai quand même un coup de cœur pour Blade Runner. Je trouve que c'est excellent ce qu'il a fait. Puis Enemy, j'aime pas mal ce qu'il a fait. Ça, c'est une biographie. Il y a une façon de parler avec les images de Denis Villeneuve que j'aime beaucoup. Il y a comme une maturité et une lenteur dans son approche, je trouve, qui me parle. Puis c'est vraiment le genre de film que j'aime bien. Puis, fait que oui, à voir si vous en avez l'occasion. J'ai une question pour toi. Trouves-tu, après l'avoir revu, que le film romantise un peu Marc Lépine, dans le sens que si on reprend ce que François Truffaut disait par rapport au cinéma de guerre, qu'il n'y a aucun film qui représente la guerre qui va être réellement anti-guerre, parce que juste les images font un peu la promotion. De la violence, font la promotion de la violence. Ouais. C'est une bonne question, mais je pense qu'il y a un point de vue assez neutre là-dedans. C'est ça que j'aime un peu de sa réalisation. C'est que justement, le meurtrier n'est pas nommé. La seule chose qu'on sait sur lui, c'est ce qu'à peu près
le grand public a pu savoir, c'est-à-dire sa lettre de suicide. Ouais. Fait qu'on sait que c'est un mouvement qui était anti-féministe. Tu sais que cette personne-là est rentrée, a fusillé uniquement des femmes, parce que c'est ça, parce par peur du féminisme, il a l'impression que les hommes subissent des préjudices dans la société parce qu'on impose de plus en plus des femmes tu sais, c'est l'émancipation des femmes. Lui voit ça comme s'il se faisait piétiner un peu dans son espace masculin. Puis, mais c'est ça, c'est la seule chose un peu c'est la seule chose qui est présentée du meurtrier. Puis il y a de quoi d'extrêmement froid aussi dans la présentation déjà. Lui, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Déjà à l'écran, les seules fois où on l'entend parler, c'est pendant la fusillade. Okay. C'est ça, déjà, l'esthétique aussi en noir et blanc, on est très distant je trouve, de l'événement en tant que tel. Fait que c'est comme... Je trouve que Denis Villeneuve veut vraiment comme reconstituer... C'est sûr que c'est une fiction, là. Il y a des éléments qui sont là parce que c'est lui qui l'a écrit sur papier, puis tu sais, c'est son point de vue à lui, c'est sûr, mais je trouve qu'il y a un beau recul par rapport à la présentation, justement, de ce que plusieurs personnes pourraient appeler comme un monstre, tu sais, mais non, j'ai pas l'impression qu'il est instrumentalisé ou qu'il est un peu glorifié. Je trouve que on est comme pas assez avec ce personnage-là pour, disons, y apposer cette étiquette-là, tu sais, puis il y a un des personnages là-dedans qui représente un peu ce que les hommes ont vécu pendant la tuerie, c'est-à-dire qu'il y a un personnage de l'ami de Karine Vanasse, je me rappelle pas du nom de son personnage, mais lui, il était dans une classe où le meurtrier est arrivé, il se fait demander de sortir, là, il revient pour essayer de sauver son ami qui, elle, il la voit à terre, qui baigne dans son sang, puis il décide de s'en aller, puis il turns out que, bon, elle survit, tu sais, puis lui, il a cette culpabilité-là de pas l'avoir sauvé. Mais en même temps, tu sais, c'est dur de dire que les gars auraient dû plus, genre, s'impliquer. Le gars, il a une arme semi-automatique. Tu te tasses du chemin, là, honnêtement. Puis il y a de quoi de super absurde aussi que je trouvais drôle, qui reflète un peu l'idée du gars qui fait sa vaisselle avant de se suicider. Mm-hmm. Quand il marche, à un moment donné, dans un corridor, puis il a son gun dans les mains, mais le monde ne comprenne pas, tu sais. Puis il y a quelque chose que j'ai appris, ça, c'est au niveau de la magie. Quand tu fais un tour qui fonctionne à merveille, la réaction première, c'est de figer. Parce que tu comprends pas, t'arrives pas à faire du sens. Tu sais, c'est pas d'être émerveillé, peut-être comme, tu comprends pas ce qui arrive. Puis je trouvais que c'était un peu la même chose quand lui, il marche avec son gun. Le monde qui passe à côté, tu te dis, crème, il y a du monde qui ont dû le voir, qui saute dessus. Ouais, c'est ça, mais il catch pas tout de suite là, que le gars, il a un vrai gun, tu sais, loadé, là. Mm-hmm. C'est l'absurdité, puis tu figes un peu. Même quand il commence, il tire, premier coup, tu sais, t'entends tirer, mais personne se met à courir, là, tout le monde fige, puis arrête, puis ils sont comme, t'as un peu, là, y a une fusillade, tu sais, c'est dur de catcher ce qui se passe dans les événements. L'absurdité de la situation qui fait en sorte ça. Que exact. T'es paralysé, puis tu fais, what the fuck, ça se peut pas, là. C'est ça. Exact, fait que je trouve que c'est vraiment un beau portrait de l'événement, puis c'est ça pose pas de regard, disons, j'ai perdu le mot, je l'ai utilisé, mais c'est assez nerd. Je pense que c'est le plus nerd qui pourrait être pour représenter l'événement. Okay. Puis c'est ça. Je pense pas que c'est son meilleur film, mais c'est certainement un très très bon film. Puis surtout du fait qu'on souligne l'événement ces temps-ci, étant donné que ça fait 30 ans, mais c'est intéressant de s'y repencher. Surtout que c'est une violence qui a été faite envers les femmes, puis on est à se demander encore aujourd'hui, est-ce que la violence dans la société envers les femmes s'est améliorée, tu sais, quand on parle de plus en plus, par exemple, dans les nouvelles des groupes masculinistes qui prennent de plus en plus de positions, disons, sur les réseaux sociaux, avec des groupes comme les incels. Fait que je me demande à quel point on est éloigné de ce mouvement-là, du fait que c'est comme un combat de tous les années, de toutes les époques. On dirait que les hommes se sentent brimés par les femmes. Oui. Je vais juste... Si la question de l'antiféminisme peut intéresser quiconque, je recommanderais un livre de François Dupuy-Derry dans le cadre de l'Observatoire sur l'antiféminisme qui s'appelle La crise de la masculinité, qui est un livre qui relate justement tous ces mouvements-là masculinistes, qui nous dit en fait que
l'homme a toujours été en crise. Que ce soit de l'Empire romain aujourd'hui, à chaque fois que les femmes acquièrent le moindre droit, il va y avoir une réaction négative chez les hommes, que ce soit quelconque droit. Là. Le droit de vote. Le droit de vote, le droit de porter du linge avec de la couleur, le droit d'aller dans l'ingénierie comme pour le Polytechnique. Ouais, exact. Mais c'est ça, avec ces groupes-là qui prennent... merci pour ton... Rappelle-moi le titre du livre. La crise de masculinité de François Dupédéry. Alright. Fait que allez vous procurer ça. J'ai pas lu ce livre-là. Fait que je peux pas réagir là-dessus. Mais c'est ça, je trouve ça intéressant quand même. C'est ça, du fait que c'est ça, de la peur de certains hommes qui ont l'espèce de pression de se faire envahir, genre, ou je sais pas, ou de comme perdre ta place dans la société. Ben, c'est souvent le discours qu'on reçoit, là, que on peut plus rien faire maintenant. Avec le mouvement MeToo, là, ça fait en sorte que je vais devoir faire signer un contrat à la fille dans le bar si je veux la cruiser. Ouais, c'est ça. Tu peux plus faire de jokes cochonnes. Ouais. Maudit calvaire. Mais c'est ça, je parlais un peu plus tôt que on compare souvent Jean-Marc Vallée et Denis Villeneuve parce que c'est ça. Parce que c'est deux réalisateurs qui travaillent en ce moment aux États-Unis. Puis est-ce que toi tu trouves ça dommage ou c'est une bénédiction que des réalisateurs québécois travaillent aux États-Unis? Comme est-ce que c'est dommage parce qu'on perd ce talent-là ici au Québec ou tant mieux parce que le fait qu'ils soient québécois nous fait un peu rayonner dans leurs films? Je trouve que le fait qu'ils soient québécois fait rayonner le Québec dans leurs films. Je trouve pas ça dommage. Je trouve ça intéressant parce que un cinéaste comme Denis Villeneuve, s'il avait l'intention de faire un film comme Blade Runner ou comme Dune, au Québec, il n'y aurait aucune chance de pouvoir le faire. Mais ce qui est dommage, c'est ça, comme la condition du financement ici a peut-être un peu poussé à l'exode deux de nos meilleurs réalisateurs. Mais là, je pense qu'il a l'occasion d'exploiter son plein potentiel de réalisateur. C'est dommage à dire, mais les budgets des films, c'est vraiment faut que tu ailles aux États-Unis si tu veux avoir un gros budget pour faire un blockbuster comme ça. Moi je pense que c'est dommage à quelque part parce que je mets pas la faute à ces réalisateurs-là. Justement, comme tu dis, eux ils ont cette occasion-là d'avoir des gros budgets ou tu sais même je sais pas, Denis Villeneuve a fait The Arrival qui était considéré je pense comme un petit budget pour une science-fiction, mais que c'est des budgets 10 fois plus gros que les budgets au Québec qu'on a, qu'ils pourraient recevoir après comme 6 ans genre d'attente à des institutions financières. Mon Dieu, j'ai de la misère. Fait que c'est ça, c'est dommage. Puis je lance ça parce que j'ai entendu une entrevue avec le premier ministre Legault sur les ondes de Radio-Canada où il parlait en fait d'un plan qui veut surprendre avec un plan sur le financement, avoir plus de financement au niveau de la culture. Je sais pas en quoi ça va se refléter, puis à quel niveau, est-ce que c'est juste pour, mettons, sauver l'univers des médias en ce moment, ou si je nous souhaite un peu au Québec que peut-être ces politiques-là soient un peu plus encourageantes envers la création au Québec, parce que je pense que ça, c'est un microcosme, puis les Québécois écoutent ce qui se fait au Québec au niveau de la télé surtout, puis je pense qu'on perd vraiment une belle occasion au cinéma des fois de parler de nous autres. On perd pas l'occasion d'en parler, mais on perd l'occasion, je pense, de se voir là, que le film se rende un peu à tout le monde. Ben oui, je sais pas ce serait quoi les solutions pour ça. Ça serait-tu, tu sais, il y a certains cinéastes qui vont faire des partenariats avec d'autres pays pour faire des films. Je pense à Bong Joon-ho, maison. Même Xavier Dolan, par exemple, a fait avec Laurence Anyways, mettons. Mais bref, tu voulais d'avoir du financement de la France ou du Royaume-Uni, whatever, pour ton film, puis que ton film devienne soit un film québécois, mais qui soit financé par l'international un peu, pour qu'il y ait une diffusion un peu plus internationale. Peut-être. Est-ce que notre accent nous freinerait, tu penses? Mais non.
Son of Rangers, on dirait, genre en France. Tu sais, comme mettons, les Belges ont pas de sous-titres pour les films québécois, pis il y en a. Ouais, ben, écoute, je comprends qu'il y a un film comme Mommy avec des sous-titres, là. Mais. Ça change quoi? On est capable de voir. On est allé voir Parasite, là, ensemble. Là, on est capable de voir des sous-titres coréens, là. C'est correct. Ouais. Mais la culture du sous-titre, de façon peut-être une petite parenthèse pour terminer ce podcast-là, je trouve que c'est quelque chose qui échappe un peu au Québec dans la distribution des films, comme justement Parasite, on est allé le voir ensemble. Puis il a sorti, mettons, au cinéma Brossard, au 10-30, il a sorti en version coréenne sous-titrée. Puis ça, j'avais vu la représentation, puis quand j'étais allé pour le voir au cinéma, ben il était rendu en français, doublé français, c'est-à-dire que la version originale sous-titrée a été là pendant une semaine. Ensuite, on est tombé dans une version doublée. Puis je sais que le doublage est fait, tu sais, donne beaucoup de job à des acteurs québécois. Ouais. Tu sais, parce que le doublage international est fait ici au Québec. Mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus cette culture-là du sous-titre, qu'on puisse pas davantage voir de films en version originale sous-titrée. Puis je m'indigne. Ben, c'est sûr, parce on perd, selon moi, la musicalité du dialogue souvent quand tu vas écouter une version VF. Le vrai problème, c'est qu'on sait pas lire. Ça doit être ça. On est trop paresseux pour lire des sous-titres. Peut-être. Mais ça, c'est ça aux États-Unis aussi, là. C'est pas quelque chose de. Ouais, mais je pense que les États-Unis est plus réactionnaire, je pense. Non, les États-Unis, ils font juste pas écouter le film puis ils font un remake américain. C'est ça. C'est ça. Au moins, on n'a pas la culture du remake au Québec, là. Hey, ça serait-tu le cancer, là? Des remakes québécois, genre. Il y en a, là. Il y en a à la télévision, là. Ils vont faire un remake de Brooklyn Nine-Nine. Ouais, c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est ce genre de truc-là un peu floppé. Là, quand tu regardes, mettons, ils ont fait The Office. Ouais, la job, ça a duré une saison, tu sais. Mais... Ça a duré une saison, c'est juste le pilote, puis on se scrappé ça. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Honnêtement, je sais juste que ça a pas tenu. On pourrait même pas... Je pense que c'est ça, le pilote est disponible sur YouTube, mais ça n'a pas marché. Le pire, c'est que c'est un peu dommage parce que Michael Scott a interprété par Antoine Vézina. Là. Je pense que... en tout cas, j'aime bien Antoine Vézina. Là, ce qu'il fait, je trouve qu'il y a vraiment un potentiel comique incroyable. Là, ouais, c'est vrai. J'aime bien... C'est peut-être une occasion ratée. Là, peut-être qu'on n'a pas donné la chance assez longtemps, mais ça n'a pas rapport avec les sous-titres. Là. Non, on divague. On divague un peu, mais c'est ça, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus accès à des films d'ailleurs dans leur version originale, puis que même quand je vais voir un film coréen... Oh, c'est mon... Ça veut dire que... Ah non, on tourne encore. Right. Je pense qu'il m'en reste pas gros de bobine. Il va falloir changer la pellicule. Mais c'est ça, même quand je vais voir un film coréen, je m'en vais quand même entendre la voix de Xavier Dolan, genre, parce que c'est lui qui fait le doublage. Tu sais, ou qui d'autre qui... tu sais, justement, voyons, celle qui fait sa mère dans les films de Xavier Dolan. Andorval, excusez. Elle aussi, tu sais, elle fait tout plein de doublages. Toutes les versions doublées, c'est quand même Andorval que je vais voir, puis c'est pas parce que je veux décourager ce métier-là, mais... Des fois, j'aimerais ça un peu entendre d'autres accents que le nôtre au cinéma. Fait que... excuse-moi de t'avoir endormi là-dessus, je suis fâché. Mais merci d'être venu jaser de Rocky. Ça fait plaisir, Rocky. Toujours là pour parler soit de la guerre froide ou des films Rocky. Yes. Fait que... des films d'action des années 80. On attend ta critique dans le prochain podcast de Rocky 6. Le meilleur Rocky. Rocky 6, c'est Rocky Balboa. Ouais. Il est pas si pire. Ouais, l'espèce de combattant qui veut revenir dans la game. Ma critique, il est pas si pire. Yeah. Mais ça, moi le couper, moi juste la mettre la semaine prochaine. Alright, merci. C'est pas mal la fin du monde.